Eh bien bonjour et bienvenue dans Divergence numéro 12, 12e épisode et premier épisode comme vous le voyez derrière moi. Sur GPTV, on est heureux, c'est le mercato un petit peu avant l'heure. L'équipe de Divergence rejoint Géopolitique Profonde et on est ravis. Tout de suite générique parce que dans cette émission, dans cette première émission sur GPTV, on va vous parler de wokisme, on va vous parler d'énergie renouvelable, en tout cas d'énergie verte, et puis surtout, on va vous parler de cette fameuse troisième guerre mondiale qui fait peur à tout le monde. Est-ce qu'elle aura lieu? On va le voir tout de suite, générique. On va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame Pinter 02. À Pinter 02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis. C'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Eh bien voilà, on y est. Désolé, on démarre ce nouveau programme sur GPTV et on découvre ce nouveau studio qui est merveilleux mais qui nécessite un petit peu de mise en place. Donc pardonnez-nous ce démarrage un petit peu compliqué. Géopolitique Profonde reçoit donc Divergence Politique, l'équipe de Divergence Politique qui est constituée de Thomas Tomasovic, youtubeur célèbre désormais pour ses émissions sur la Russie, de Édouard Chano, présentateur de Choc du Monde, de Xavier Moreau qui est extrêmement connu notamment pour ses livres et pour son bulletin hebdomadaire Stratpol, et puis vous le retrouverez à partir de la semaine prochaine, de Fabrice Sorlin, notre ami Fabrice qui est en déplacement aujourd'hui, qui sera avec nous la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va vous parler de différents thèmes, on va vous parler de wokisme, on va vous parler d'écologie, et puis on va vous parler de cette fameuse troisième guerre mondiale. Messieurs, le wokisme, il y avait une chanson qui disait « Le fric, c'est chic ». Force est de constater que le wok, c'est devenu toc. Nous l'avons vu lors de cette élection américaine, le mouvement prétendument chargé d'éveiller les consciences sur les problèmes liés à la justice, à l'égalité raciale et aux minorités, se fracasse finalement sur le mur de la réalité économique, qui fait que désormais, les citoyens ne s'intéressent plus uniquement qu'à leurs questions de fin de mois. Alors, Trump, toujours lui, a même indiqué vouloir bannir de l'école la propagande wokiste. Il a même indiqué menacer ces écoles qui seraient éventuellement récalcitrantes de couper purement et simplement leurs fonds. J'ai envie de dire, Édouard, où on en est aujourd'hui du wokisme en France, qui est-ce qui l'exerce, et puis quel est le but aujourd'hui de ces courants wokistes en France? Merci Alexis. Bon, oui, c'est vrai qu'on peut commencer par la France parce que tout a commencé peut-être en France. Il faut rappeler que souvent on se dit que le wokisme nous est importé des États-Unis, mais en réalité c'est nous, les Français, d'abord qui l'avons exporté là-bas avec des intellectuels très connus à la fin des années 60, au début des années 70, Foucault, Deleuze, Derrida, etc., qui ont vu leur chemin barré dans l'université française par les communistes, et eux se sont donc exportés aux États-Unis où ils ont connu un succès considérable. Ils ont été évidemment perçus comme les nouveaux intellectuels français à la mode, et leur influence a été décuplée, centuplée par la puissance des universités américaines, et un demi-siècle plus tard, leur influence nous revient dans le coin de la figure avec un effet boomerang. Aujourd'hui, la mouvance woke, qu'est-ce que c'est? C'est une nébuleuse d'associations, d'ONG, etc. Le mouvement est très protéiforme. Il se saisit de causes en fonction des circonstances. Ça peut être l'affaire Adama, ça peut être les déboulonnages de statuts, ça peut être évidemment toutes les causes LGBT, parce que c'est sans doute les LGBT sont aujourd'hui le pilier du mouvement woke. Mais il ne se réduit pas à ça. Je vais commencer peut-être à répondre à d'autres questions, mais si on se pose la question du déclin, c'est très risqué, puisque c'est en l'occurrence un mouvement protéiforme qui peut s'adapter aux circonstances. Voilà. C'est pour ça qu'en France, il reste difficile à circonscrire et à la fois très influent et et j'ai envie de dire, encore assez puissant. Xavier, c'est quoi le danger finalement du wokisme pour notre civilisation? Je dirais que
comme le dit tout à fait bien Édouard, on est dans la déconstruction. Et les déconstructeurs, en fait, c'est ces fameux philosophes, les French philosophes dont parle Édouard. Je me souviens très bien, j'avais cité dans mon livre sur la gauche française, notamment, la légitimation de la violence par Jean-Paul Sartre de la part du décolonisé, en fait. C'est-à-dire qu'il disait que la colonisation était une violence et que ça justifiait que le colonisé soit violent pour se reconstruire dans la violence. On avait le droit à des choses comme ça, ce qui est quand même assez dangereux parce que finalement la colonisation, les Français ils étaient contre à l'origine. Ça a été imposé par la Troisième République, par Jules Ferry et par Gambetta, mais ils n'en voulaient pas. Donc les Français sont aussi victimes de la colonisation que les peuples colonisés. Et ça, c'est une première chose. Et je pense que l'aspect violent, à mon avis, est essentiel. Et c'est pour ça que je dirais qu'à la limite, c'est très bien si Trump interdit ce genre d'ânerie dans les écoles, mais le wokisme va s'écrouler de lui-même s'il n'est pas soutenu par la violence de l'État. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pas possible c'est tellement absurde du point de vue humain, du point de vue anthropologique, ce qu'affirme le wokisme, que en fait, les gens n'en veulent pas. Et ils finissent par l'accepter que sous la contrainte. Et c'est ça qu'on observe. Et c'est pour ça que je pense effectivement que la France sera peut-être le dernier pays wokiste en Occident, parce qu'en fait, on a une habitude de contrainte sur la population. Ça a commencé pour moi, l'acte fondamental de la gauche, c'est la terreur sous la Révolution. Et en fait, on a l'idée, donc, des idées d'ailleurs plus ou moins absurdes qui étaient portées par la Révolution, notamment celle de Robespierre et son être suprême, ou l'athéisme militant, la haine du catholicisme. Alors que la France était catholique, c'était quelque chose qui venait d'en haut. C'est ça qui est aussi fondamental. Et le wokisme vient d'en haut. Ça vient d'une élite souvent dépravée, il faut quand même le dire. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aux États-Unis. J'espère que tout va sortir, que Trump sera au pouvoir, et qui impose finalement ses lubies, son idéologie fanatique par la violence de l'État, par la pression, on le voit sur la censure. Par exemple, avant Trump, moi j'avais un compte Twitter donc à mon nom qui a été supprimé par l'équipe d'avant parce que j'ai pris plusieurs positions anti-LGBT et ça m'a valu à chaque fois 3 avertissements. Mon compte YouTube, avant qu'il soit supprimé, par exemple, le compte de Stratpol, avant qu'il soit supprimé parce que j'avais été observateur des élections du référendum dans le Donbass, toutes les avertissements que j'avais pris, et pourtant je suis pas politiquement correct, mais généralement ça passait. Mais dès que je parlais, par exemple, de l'influence du lobby LGBT au sein du Quai d'Orsay, bing, avertissement. Et systématiquement. Et ça, c'est vraiment un sujet tabou. Ils sont extrêmement puissants. Ils contrôlent la plupart des médias. Leur idéologie, en tout cas, domine dans les médias et dans une partie des plateformes, donc sous contrôle, c'est-à-dire Zuckerberg et puis YouTube. Donc voilà, à mon avis, ce qui est important, c'est la violence. Et encore une fois, là où a tout à fait raison Édouard, c'est le fait que la France, malheureusement, est pionnière en fait dans le domaine, et que si les États-Unis vont s'en sortir, nous, on n'est pas sortis de l'auberge LGBT, on peut le dire. Mmh. Et la question aussi de la religion aux États-Unis est aussi un facteur protecteur pour les États-Unis que nous n'avons plus avec la laïcité aujourd'hui en France. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Thomas, j'ai peut-être été un petit peu ambitieux en annonçant dans le sujet que je considérais qu'on était à la fin du mouvement woke. Édouard, voilà, je le vois, dit non. que nenni. Xavier semble beaucoup plus mesuré sur l'idée qu'on en soit proche de la fin. Est-ce qu'on est à la fin de ce mouvement mondial, ou est-ce que je me trompe complètement et véritablement, malheureusement, il faut encore compter sur eux? Alors moi je pense que la contrainte, on en est, ça continue et ils vont y aller de plus en plus, et je vais continuer un petit peu sur ce que dit Xavier vis-à-vis de la contrainte. Vis-à-vis surtout, comme toute bonne propagande, ça touche surtout les enfants en ce moment, et là ça va dans les écoles, et cetera. Justement pour ancrer cette idéologie, moi j'ai été relativement épargné, je vais avoir 25 ans et j'ai été vraiment épargné par rapport à ça. Moi c'était plutôt l'Union européenne, toutes ces valeurs pseudo-démocratiques, et là vraiment avec les drag queens dans les écoles, et cetera, ils forcent vraiment pour les enfants, pour que ça soit ancré et qu'après, il n'y ait plus de soucis. Mais les soucis, il va continuer à en avoir, parce qu'on voit quand même qu'en particulier aux États-Unis, en France, malheureusement, pas spécialement, mais il y a vraiment des rébellions
par rapport à ça, il y a même une phrase aux États-Unis, en particulier, surtout chez les républicains, go woke, go broke. C'est-à-dire, tu deviens woke, tu seras ruiné. C'est beaucoup d'entreprises, et la plus récente d'ailleurs est la marque britannique de voitures Jaguar, qui a fait une publicité assez étrange, très woke en fait, tout simplement, hein. Et d'ailleurs, ils ont enlevé même le logo donc du Jaguar, alors que la marque s'appelle Jaguar. On arrive à un point, bon, c'est un coup marketing où les woke sont toujours là. Dans toutes les publicités maintenant, on essaye de forcer, mais aux États-Unis, on voit bien qu'il y a un boycott qui se fait de plus en plus pour de nombreuses entreprises, et aussi beaucoup de parents cherchent à enlever leurs enfants des écoles plutôt classiques, des écoles plutôt publiques. Il y a quand même un mouvement de contestation, et y compris chez la jeunesse, c'est-à-dire que parmi tous ceux qu'on leur a enseigné que oui, c'est magnifique, il faut comment dire, LGBT, etc., c'est magnifique, mais on voit quand même déjà que les nouvelles générations de LGBT, QIA+, d'ailleurs, hein, parce que ça a changé de nom, sont en train déjà de se battre contre les anciennes générations de LGBT qui étaient plus sur la normalisation, disons, de la société vis-à-vis de l'homosexualité en particulier. Et là, maintenant, avec tout ce qu'on rajoute, etc., on arrive même à des points où, de temps en temps, on voit passer sur les réseaux sociaux comment dire, un mouvement pour essayer d'introduire quasiment la pédophilie, hein, dans tout cela. Et pour moi, on arrive quand même vers un point où les gens se réveillent petit à petit par rapport à ça, et que tout n'est pas si beau que ça, et qu'ils vont s'en retrouver impactés. Quand on va, en plus de ça, en France en particulier, quand on voit que la sécurité sociale est de moins en moins appliquée, et que les changements de sexe sont intégralement remboursés par la sécurité sociale, on voit quand même un deux poids deux mesures vis-à-vis de ça, qui risque d'énerver beaucoup de personnes. Alors, il y a peut-être une différence entre, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a peut-être une différence effectivement majeure entre la France et le reste du monde sur la question du wokisme. Tu parlais des États-Unis et de cet anti-wokisme qui est en train de se développer. Et Edouard, tu en as parlé dans ton émission qui est vraiment très intéressante et passionnante sur le sujet. Disney, notamment, qui est peut-être l'entreprise la plus prononcée sur le wokisme, est en train aussi de commencer progressivement à faire marche arrière. Parce qu'ils se rendent compte que y a peut-être aussi une problématique économique derrière de mouvements contestataires qui peuvent leur faire perdre de l'audience, des clients, donc de l'argent, non, Edouard? Oui, c'est un peu l'argument que j'avais quand j'ai écrit un petit essai sur Netflix aussi. Ouais. Et je voyais le recul de manière assez relative. Ça veut dire que c'est plus une segmentation des clientèles qu'un recul réel. C'est-à-dire qu'ils comprennent que ce sont des communautés différentes et ils vont essayer de toutes les satisfaire. Mais bon, c'est plus du relativisme qu'un recul réel. J'aimerais quand même revenir sur le fait que sur le déclin, la question du déclin en fait du wokisme, on peut s'imaginer qu'il s'écoulera, comme l'évoque Xavier, on peut s'imaginer, comme tu l'évoques dans l'introduction ou dans ta question, qu'il va disparaître. En réalité, il va muter. Il va muter parce que, les fondements de la déconstruction, les fondements philosophiques du wokisme seront toujours là. Parce qu'ils existent, à vrai dire, depuis, peut-être, je ne sais pas si depuis la Révolution française, mais en tout cas, ils existent au sein de la gauche de gauche depuis très longtemps. Ensuite, il y a une force dans le wokisme qui perdurera. Si on part du principe que le mouvement LGBT est l'un de ses piliers, il est, à mon avis, l'un de ses piliers les plus forts parce que les LGBT touchent toutes les strates de la société. C'est pas le militantisme typique de la gauche de gauche. On trouve concrètement des homosexuels partout dans la société et à tous les niveaux sociaux. Et ça, je ne vois pas, enfin ça continuera de durer. Et ils auront toujours leur influence de la même manière au sein des institutions, etc. Donc c'est en cela qu'il continuera à perdurer, c'est dans cela qu'il continuera à être influent, c'est peut-être en cela qu'il continuera à garder ses principes, même si quelquefois il peut être la cause de disputes, comme je l'ai déjà dit il y a quelques minutes, par exemple entre les trans qui concrètement seront peut-être la cause de la fin du wokisme tel qu'on le connaît aujourd'hui en 2024, parce qu'ils sont allés trop loin. Thomas évoque les écoles, etc. Je pense que ça ne se sent pas exactement en France, ça se sent clairement aux États-Unis quand on voit des drag queens ou des trans dans les écoles. Ça, on n'a pas vraiment vu ça en France, mais clairement aux États-Unis, ça a été une des causes, un des détonateurs de la remise en cause du wokisme. Ça, on ne le voit pas encore en France, mais on sent quand même les tensions entre le mouvement LGBT entre guillemets classique et les LGBT+, trans, etc., etc. Et ça, si on suit d'ailleurs la rhétorique de gauche, c'est la cause, depuis 2 siècles, c'est la cause typique des échecs de la gauche. La rhétorique marxiste, c'est l'union fait la force.
Dès qu'il y a une défaite, c'est à cause de la désunion. Dès qu'il y a une victoire, c'est grâce à l'union. Et c'est cela qui sera ou non la cause de la fin du wokisme en France. Bon, eh ben écoutez, messieurs, on va passer à notre deuxième thème. Alors finalement, là, c'est un thème, Xavier, où tu vas pouvoir nous dire plein de choses. La Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. Alors, ce lundi et puis ce mardi, le régime kievien, suite à l'autorisation du président Biden donnée aux Ukrainiens de tirer en profondeur sur le territoire russe, a donc tiré 6 attaques MS depuis des missiles britanniques, britanniques Storm Shadow contre des objectifs militaires en Fédération de Russie. Donc, de nombreuses personnalités politiques ont tout de suite critiqué ces décisions, parlant de risque réel de déclenchement de Troisième Guerre mondiale. De son côté, le président russe et le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, ont immédiatement communiqué sur les modifications apportées à la doctrine nucléaire. Alors, messieurs, si Jean Giraudoux écrivait « La guerre de Troie n'aura pas lieu », est-ce que la Troisième Guerre mondiale, elle, est plus malheureusement crédible ? À tout seigneur, tout honneur. On va peut-être commencer par Xavier immédiatement. Je pense pas, parce que la Troisième Guerre mondiale serait forcément nucléaire et donc ce serait la fin de l'humanité. Donc, aussi fanatiques que soient les démocrates aux États-Unis ou les Anglais, puisqu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces deux puissances-là qui sont en question. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine les a citées toutes les deux. Il a pas parlé, il a parlé des États-Unis et des pays satellites, en fait. Mais il a précisément nommé, et c'est à cause de l'origine des missiles, donc l'Angleterre pour les Storm Shadow et les HIMARS et les attaques MS du côté américain. Donc je pense qu'on n'ira pas jusqu'à la guerre mondiale. Ce qui est clair, c'est que la guerre elle est globale, mais pour moi, ça n'a pas commencé avec le tir des Storm Shadow et des attaques MS. Enfin, si vous regardez les véhicules qui ont été utilisés pour rentrer à l'intérieur du territoire russe d'avant 2022, donc dans la région de Koursk, c'est quasiment que des véhicules de l'OTAN. Des Abrams, des Léopards, des Challenger, des CV-90. Il y a quelques VAB malheureusement perdus là-bas en train de s'embourber, comme d'habitude. Donc en fait, la guerre, elle est déjà globale. Je pense qu'on est dans une phase qui va durer 2 mois jusqu'à l'arrivée de Trump, où tout va être utilisé pour saboter les tentatives d'apaisement qui ont été annoncées par Trump et par son équipe. C'est ce que dit son fils, Xavier. C'est ce que dit la réaction de Trump. Il l'a tweeté immédiatement dès lundi en disant tout est fait pour s'aborder la bonne arrivée de mon père au pouvoir et le fait de faire la paix. Et surtout que, traditionnellement, dans la vie publique américaine, quand on est dans cette phase de transition entre l'élection et l'arrivée au pouvoir, c'est plutôt le calme plat, en fait. Je crois que la dernière chose, la seule chose qu'il avait fait, mais c'était plutôt positif de la part de Donald Trump quand il était parti, c'était une rencontre avec comment il s'appelle, Kim Jong-un, qui était d'ailleurs, c'était bien passé, donc il était plutôt en train de préparer les choses pour son successeur. Et là, contrairement à ce qu'a promis Kamala Harris à Donald Trump, en fait, ils sont en train de saboter le plus possible, surtout au niveau des affaires étrangères. Comme on sait, les Européens, on ne sait pas comment les Européens vont payer leur gaz. Il y a l'envenimement de la situation sur le front kievien, alors que de toute manière, aujourd'hui, il est clair que Kiev a perdu la guerre, et que malheureusement pour eux, pour Washington, l'OTAN a perdu la guerre. Et pareil, Blinken vient de reconnaître comme président du Venezuela Guterres, je ne sais plus comment il s'appelait, quelque chose comme Gomez, bon, peu importe, alors que évidemment que l'expérience avec Guaido, qui avait été reconnu président par Washington et l'Union européenne, n'a jamais été président et ne le sera jamais, et c'est pareil. Donc en fait, on a l'impression que les démocrates sont en train de poser des mines sur le parcours que devra suivre Trump s'il veut essayer d'arranger les choses, notamment en Europe. Thomas, au Parlement européen, en tout cas, c'est la folie. On danse sur les tables. Tout le monde est heureux, visiblement, au Parlement européen. Alors, pas tout à fait, je trouve, mais au niveau des mines, justement, ils ont donné des mines aux Ukrainiens pour essayer, justement, c'est même sur du long terme, pour que l'Ukraine, en fait, soit invivable à certaines zones. Mais bon, au niveau du Parlement européen, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve quand même que, bon, forcément, il y a tous les Polonais, les Baltes, eux, c'est la fête du slip, ils sont très contents, s'il n'y a rien d'étonnant. Par contre, quand on regarde Scholz, qui a appelé Poutine il n'y a pas longtemps,
Macron qui a quand même été très hésitant la première fois, la deuxième fois il a quand même soutenu les missiles occidentaux, américains et britanniques en l'occurrence. Et français, On- puisque c'est officiel depuis hier. La France Est-ce a qu'ils vont les utiliser après la déclaration la de France, en Poutine? tout Ça, cas, je a suis pas sûr, hein. accepté que Escalp puisse être utilisé également. Ouais, mais ça va être en petite quantité sûrement et ça va être. C'est pas aussi clair que ça, hein. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que c'était une possibilité qui avait été étudiée, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autorisation. Et il n'y a pas de tir surtout, parce que finalement, quand on regarde sur le Storm Shadow et sur l'attaque MS, il n'y a pas eu de déclaration officielle. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient pris une décision sans en vouloir en porter la responsabilité. Il n'y a pas eu de décision parce que Biden était dans la forêt, donc il était un peu perdu. Il cherchait Voilà. son chemin, mais C'est ça. Mais c'était pas la forêt, c'était dans la jungle même. tous les articles qu'on a vu sortir en disant non, il n'y a aucune décision officielle. Là, on a vu arriver aujourd'hui, donc vendredi, une délégation de l'état-major anglais qui arrive en Angleterre surexcitée. Hein, toute la presse anglaise est tout simplement hystérique. Oui, Et elle a donc, même dit hier, je crois que c'est le ministre de la Défense anglaise qui a dit hier ou avant-hier soir que s'il devait intervenir militairement et rentrer en conflit physiquement avec la Russie, que l'Angleterre le ferait. dès demain, effectivement. Il l'a dit hier soir. Ouais, ça me paraît complètement lunaire. Edouard, c'est pas étonnant malheureusement je trouve parce que Johnson déjà avait sapé les négociations en 2022 et bon ça reste le monde anglo-américain. C'est leur échec. La défaite d'habitude. en Ukraine, la défaite en Ukraine est leur échec. C'est avant tout l'échec de Washington et de Londres et de l'OTAN en général. Mais ce qu'il faut voir, c'est eux les plus Mais Londres met bien les agressifs. moyens quand même, hein. Quand on regarde, on parle souvent de Washington, mais Londres, je pense que c'est les pires dans le lot moi, pour, je au niveau pense de la que négociation. l'Angleterre, je suis d'accord avec toi, l'Angleterre est beaucoup plus incisive vis-à-vis de la Russie, beaucoup plus agressive, même que les États-Unis. Alors, en tout cas, peut-être même de manière plus visible, peut-être pas finalement dans le fond, mais sur la façon de le présenter, en tout cas, oui. Edouard, on parlait de l'Europe qui fait la fête. En France, il n'y a pas véritablement d'opposition ou de parti d'opposition à la guerre. Alors, le gouvernement Macron, lui, est heureux. On a même vu à la télé, il y a eu des montages sur Twitter extraordinaires du gars qui est passé, qui a une tête de fou quand il annonce qu'il faut se battre contre la Russie et tout. Et je pense qu'ils vivent leur meilleur jour. LCI revit depuis une semaine, c'est la rebirth pour LCI. Côté parti politique, là quoi, les Patriotes se sont opposés, Asselineau s'est opposé, Dupont-Aignan s'est opposé. Probablement, j'ai pas suivi les Insoumis, mais j'imagine que les Insoumis ont dû s'opposer. Mais du côté du président du Rassemblement national, on a fait du Macron, c'est-à-dire qu'on Alors, c'était assez favorable. politique du côté du Rassemblement national, en effet, du côté de Bardella. Il est passé chez BFM TV. C'était pas, chez BFM TV lundi soir, lundi 18. Ouais. Il en a présentait parlé son livre. Une minute chrono, ouais, exactement. Il en a parlé une minute chrono pour citer Zelensky et pour plaider pour une solution diplomatique. Donc il était vraiment dans un entre-deux, sans vouloir critiquer, sans vouloir remettre en cause Zelensky ni Macron, et sans absolument trouver, ce qui est évidemment toujours aussi tragique, sans absolument être en mesure de trouver une solution pour la paix, une solution pour un cessez-le-feu, une solution pour en finir avec le conflit. Et j'en reviens donc à ce que je disais il y a quelques semaines, c'est-à-dire que ce qui est absolument honteux, c'est qu'il y a une cécité géostratégique, une incapacité à trouver une solution à ce problème européen majeur. Et on est, en tout cas le Rassemblement national et Bardella analysent le problème avec 2 ans de retard. La rhétorique est toujours une rhétorique moraliste, et la rhétorique moraliste, c'est évidemment l'ennemi des solutions politiques. Il n'est absolument pas en mesure, s'il ne trouve comme solution, comme proposition qu'une condamnation morale de l'invasion entre guillemets de l'Ukraine par Poutine, il est dans une solution morale, une solution qui n'est ni géostratégique ni politique, et donc qui est en fait dans un altermonde. Moi, je veux dire, j'ai discuté avec Fabrice hier soir en off et je lui ai dit Bardella est à la primo-accédante ce que Macron était à la ménagère. Excusez-moi, mais Bardella, c'est du en même temps, c'est du Macron bis. Et la position qu'il tient sur ce conflit international est complètement aberrante. Je rappelle que au mois de juin, fin juin, c'est-à-dire avant les élections législatives, il était contre
le fait que des missiles occidentaux puissent être tirés sur le sol russe. Il considérait que c'était une ligne rouge, pour reprendre ses propos, à ne pas franchir. C'est dans tous les médias. Mais ça, c'était avant les élections législatives. Désormais, il serre la main et il salue, ou il cite même Zelensky. Xavier, il y a deux lignes au Front National. Il y a la ligne peut-être de Marine Le Pen qui veut trouver des solutions pacifiques, et visiblement il y a la ligne Bardella qui, elle, est une ligne comment on pourrait dire, Moi, je fais pas la différence entre les deux. Très honnêtement, Bardella est un peu plus radical dans son gauchisme, mais Marine Le Pen a voté les sanctions contre la Russie, a voté les livraisons d'armes, elle a tout soutenu. Donc, il y a peut-être au sein, et je suis même certain qu'il y a au sein du RN des forces qui sont plus politiques, plus intelligentes, plus diplomatiques, mais on les voit pas. Ce qui est clair, c'est qu'on les voit pas. Ce qui est grave surtout, c'est de s'appuyer sur Zelensky. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui ne veut pas de la fin du conflit, c'est Zelensky. Zelensky, d'ailleurs, il a déclaré il y a 2 jours, il n'y aura pas d'élection en Ukraine tant qu'il y aura la loi martiale. Pour qu'il y ait la loi martiale, il peut y avoir ni de gel du conflit, ni de traité de paix. Parce que sinon, il y a des élections et lui, il dégage. Et il part en Floride. Si tant est que les bandéristes le laissent en vie. Ce qui est toujours sympa, la Floride. Accessoirement, ça pourrait être peut-être la meilleure chose pour lui. Je pense que c'est ce qui peut lui arriver de mieux. Donc la seule solution, et je pense que si Trump veut trouver une solution, c'est d'exiger qu'en Ukraine, il y ait des élections. Et qu'il soit, on est quand même en Ukraine malgré tout, mais le plus lucide possible, pour mettre quelqu'un d'autre qui, Zelensky porte sur lui une énorme responsabilité. C'est-à-dire qu'il s'est laissé impressionner par Johnson, par les Américains, et il a refusé ce que les Russes demandaient, ce qui finalement, quand on voit là où ce que les Russes vont obtenir, était très peu il y a 2 ans et demi. Les Russes voulaient le Donbass et la Crimée qu'ils avaient déjà, le Donbass c'est-à-dire Lugansk et Donetsk, dont ils contrôlaient déjà une partie par république interposée, dont ils contrôlaient déjà une partie. Et étant donné que les accords de Minsk n'avaient pas été respectés, finalement, ils étaient assez modestes dans leurs demandes. Aujourd'hui, Zelensky, c'est celui qui aura perdu la guerre, qui aura coûté des centaines de milliers de morts et de blessés ukrainiens, qui aura vidé le pays de sa population active, et tout ça pour aboutir à une situation encore pire. Donc, évidemment que Zelensky ne veut pas que ça s'arrête. Si ça s'arrête, pour lui, c'est la fin. Si ça s'arrête par autre chose qu'une victoire. Et la victoire, aujourd'hui, elle est, à moins d'être complètement idiot, c'était déjà idiot de croire que l'Ukraine pouvait l'emporter il y a 2 ans et demi, mais aujourd'hui, c'est encore plus stupide. Donc voilà, s'appuyer sur Zelensky est tout simplement une erreur politique grave. Je rejoins ce que dit Édouard Chalot. Thomas, toi qui es en Russie et qui commente la vie des Russes régulièrement dans tes bulletins, c'est quoi l'atmosphère là depuis quelques jours? Est-ce que les Russes ont une volonté effectivement de frapper en Ukraine, ou de frapper éventuellement même des bases de l'OTAN? Est-ce qu'il y a, tu sens une animosité, ou est-ce que tu penses que Poutine et les Russes, d'une manière globale, vont être beaucoup plus stratégiques et attendre, et être patient et attendre jusqu'à fin janvier l'arrivée de Donald Trump? Je pense quand même que Poutine va attendre, mais quand on voit la déclaration, c'est bien un avertissement. Voilà, on a utilisé des armes, des missiles qu'on n'avait jamais utilisés en conditions réelles, enfin militaires, disons, et ça se voit que dans tous les cas, ils vont attendre un minimum Trump, même si, comme l'a dit Poutine, je ne sais pas combien de fois, que ce soit démocrate ou républicain, bon, il faudra qu'il fasse preuve de réalisme et un minimum de compréhension. Sinon, en fait, ça changera rien. Alors, chez les Russes, faut rappeler quand même que Poutine reste un centriste en Russie, hein. C'est-à-dire que les autres partis, eux, c'est la guerre avec l'OTAN depuis déjà le début, hein. C'est des bombardements en Pologne, dans certaines bases. Donc, on est quand même voilà, sur une partie de la population russe et exactement pareil. C'est plus de bombardements parce que là, on est trop gentil. Donc, à voir après, évidemment, c'est surtout la réaction occidentale qu'il faut attendre dans les jours à venir et savoir s'ils vont réellement réutiliser ces missiles. L'OTAN a dit que l'utilisation des missiles russes, donc les plus récents, ne va rien changer, alors que quand on voit quand l'utilisation à Dnipropetrovsk a été très précise et même les populations locales sur certaines vidéos étaient même relativement heureuses. Sur certaines vidéos, ça se voit. D'ailleurs, ils parlent tous russe, hein. Je préfère le rappeler quand même, c'est un petit détail. Mais
Bon, en Russie, évidemment que la menace d'une guerre nucléaire voilà, ne ravit absolument personne, sauf à Bruxelles. Mais bon, les Russes savent très bien, et je suis même étonné que Vladimir Poutine n'a pas tenu ses propos, en particulier depuis les F-16, d'ailleurs, qu'on n'a vraiment pas du tout de nouvelles. Édouard, peut-être le mot de la fin pour clôturer ce sujet. C'est quoi les étapes suivantes? En fait, on devine que si la France autorise les scalps, on devine que dans les jours à venir, une frappe de scalp devrait donc être effectuée par l'armée ukrainienne. On voit en parallèle de ça que l'armée de l'OTAN en fait a mobilisé, je crois 800 000 ou prévoit de mobiliser 800 000 soldats sur le territoire allemand, du côté Allemagne de l'Est, en prévision d'une éventuelle invasion russe. Alors on ne sait pas où, pays baltes, peut-être Pologne, whatever. Il suffit de suivre un petit peu LCI et tu auras l'information. Mais en tout cas, il y a une mobilisation militaire de l'OTAN en Europe. Il y a des exercices qui sont conjointement réalisés dans les pays du Nord. C'est quoi la prochaine étape? Côté européen? Non, mais je préfère ne pas faire de pronostic, de prospective depuis février 2022, en fait. Mais donc, il vaudrait mieux demander ça à Xavier, en toute honnêteté. Même si, en l'occurrence, j'ai plutôt tendance à être de l'avis de Xavier, à savoir que cette troisième guerre mondiale n'aura pas lieu, que les acteurs vont garder un semblant de rationalité, même si force est de constater que la rationalité est plutôt, j'ai envie de dire malheureusement, parce que j'aimerais bien qu'elle soit partagée, qu'elle est plutôt du côté russe. Quand je vois la riposte russe qui a eu lieu à Dniepropetrovsk, je vois que c'est quand même relativement modéré. C'est un signal, c'est clair, net, mais c'est un signal, et bon, j'ai l'impression que le Kremlin a raison gardée. Ça me fait penser à d'autres conflits à travers le monde. L'Occident n'est pas le plus raisonnable, mais bon, en l'occurrence, on peut quand même supposer qu'en 2 mois, le laps de temps est suffisant pour laisser les choses se calmer. En tout cas, je touche du bois et j'espère que ce sera le cas. Xavier, on va te garder encore quelques minutes parce que je sais qu'après tu dois nous quitter, donc malheureusement tu ne seras pas avec nous pour le thème sur l'écologie. Sur la partie de l'Ukraine, on a entendu parler de 200 attaques à MS qui auraient été livrées au global, de à peu près 150 qui seraient déjà utilisées, et donc il resterait un solde à peu près d'une 50aine d'attaques MS. Est-ce que tu penses que déjà il y a d'autres capacités de renforcement de l'arsenal ukrainien actuellement disponibles, et est-ce que tu penses que suite à l'intervention de Vladimir Poutine, peut-être les Américains vont demander de ne plus tirer d'attaques MS, ou est-ce que tu penses qu'on va véritablement vers une escalade? Ce qui me fait te poser d'ailleurs la question avant qu'on se quitte, c'est finalement cette troisième guerre mondiale, elle aura lieu ou pas? Non, je ne pense pas qu'elle aura lieu. C'est ce qu'on appelle le pouvoir rationalisant de l'atome. C'était le général Lucien Poirier qui était un théoricien de la stratégie nucléaire française. C'est-à-dire que pour une fois, je peux citer Jean-Paul Sartre dans le bon sens, c'est-à-dire l'humanité était mise en possession de sa propre mort avec l'arme nucléaire. Donc en fait, je pense qu'on restera rationnel. Je ne pense pas que les Américains vont arrêter maintenant qu'ils ont démarré les tirs de Storm Shadow, les tirs d'attaque MS. Je pense que de toute manière, ils en ont comme les chiffres donc que tu cites, c'est ceux qu'on trouve notamment à la presse américaine, c'est-à-dire il en reste 50, ils en ont tiré 6 là. C'est des tirs $1 million pièce quand même, hein. Storm Shadow, Scab, c'est $1 million pièce. Et de toute manière, sur le terrain, ça ne change pas grand-chose. Encore une fois, je crois que plus que c'est du symbole, puisque si on regarde la ligne de front aujourd'hui, où la situation est le pire pour l'Ukraine, il y a derrière cette ligne de front 200 km. C'est donc de la région de Kourakhovo, dans ce qu'on appelle le front centre. 200 km en territoire que les Ukrainiens considèrent encore à eux. Et il n'y a quasiment pas d'attaques MS qui sont utilisées sur ces arrières-là. Donc, on voit bien que sur la ligne de front, ça ne changera rien. En revanche, effectivement, la stratégie de Zelensky et des néocons et des Anglais, c'est d'essayer d'amener la guerre à un niveau supérieur. Mais
Poutine ne tombera pas dans ce piège. Et surtout, il a d'autres moyens de réagir. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que avant de faire cette annonce, qui en fait n'a pas été faite, mais le faire par la presse démocrate américaine, le USS Eisenhower, donc le porte-avions américain, a quitté la région autour de la mer Rouge et de la mer d'Arabie, parce que c'était devenu trop dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent très bien ce que les Russes peuvent faire, c'est-à-dire livrer des armes hypersoniques, même supersoniques, qui pourront toucher les bateaux de guerre américains qui sont dans la région. Donc c'est plutôt eux qui sont en train de s'enfuir, en fait, finalement, d'un théâtre d'opération. Et c'est pas un hasard si ça s'est passé il y a 3-4 jours, ce départ, la veille de donner encore une fois cette autorisation. Donc je pense il y a quand même une certaine lucidité et je suis pas plus inquiet que ça. Et encore une fois, pour moi même, ça passe derrière ce qui est en train de se passer sur la ligne de front. Et je pense que toute une partie de ce narratif aussi, c'est pour pas qu'on parle de l'effondrement partiel de l'armée ukrainienne sur une partie de la ligne de front. Voilà, on parle des missiles aujourd'hui. Ok, donc j'ai compris ta position. Pas de troisième guerre mondiale. Édouard, pour toi, troisième guerre, oui ou non? Plutôt non. Non, je vais m'aligner très prudemment sur Xavier. Non, mais surtout on peut rappeler que Poutine avait explicitement, de mémoire, c'était au mois de juin, au mois de mai peut-être, il avait justement explicitement déclaré que si livraison il y avait, la Russie se gardait le droit de riposter, de fournir elle aussi des armes équivalentes à ses alliés ailleurs dans le monde pour frapper des intérêts occidentaux. C'est ce que Xavier décrit. Poutine avait déjà prévenu, donc les cartes sont sur la table. C'est une des raisons pour laquelle on peut espérer en effet que les choses se tassent d'une certaine manière, ou en tout cas ne dépassent pas le seuil de la dangerosité mondiale. Thomas, troisième guerre mondiale ou pas? Bien sûr que non. Par contre, c'est sûr que ça ne va pas améliorer les tensions déjà existantes. On attendra surtout que Trump revienne au pouvoir pour recalmer les choses et calmer les démocrates, comme on l'a évoqué tout au long de cela. C'est vrai que c'est triste. Moi, je trouve que cette situation est quand même désolante et prouve à quel point les démocrates sont, ne serait-ce que déjà en train de se détruire intérieurement. C'est triste. Par contre, le plus triste, c'est de voir à quel point ils vont aller là-bas et continuer cette désolation grandissante. Mais moi, franchement, pas de troisième guerre mondiale, ça c'est certain. Allez, et moi je l'ai dit dans mon titre, je pense qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. On va vous parler tout de suite d'écologie, mais avant ça, petite publicité. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.